Le 18 mars 1995, deux amis, Andrew et Attila, avaient prévu une expédition pour explorer Real Well, une grotte du Tennessee réputée pour son impressionnant puits d'entrée de 49 mètres. Andrew, âgé de 32 ans, avait plus d'expérience, ayant participé à de nombreuses explorations spéléologiques. Attila, 26 ans, était relativement nouveau dans le domaine, n'ayant visité que 5 grottes auparavant. Mais son enthousiasme était indéniable lorsque le jour de leur aventure arriva. Le temps était couvert avec de légères pluies lorsqu'ils approchèrent de l'entrée de la grotte. Le son de la cascade s'écrasant dans le puits était plus fort qu'ils ne l'avaient imaginé. Bien qu'ils aient des combinaisons en néoprène dans la voiture, aucun des deux ne pensa qu'elle serait nécessaire par ce temps froid. Une décision qu'ils regretteront plus tard. Malgré la puissance de la chute d'eau, ils décidèrent de continuer, sous-estimant à quel point le froid les frapperait et leur retirerait rapidement leur force. Les cordes étaient installées directement dans le passage de la cascade, et Attila avait oublié son casque, un détail qu'il négligea dans son excitation. Leur impatience troubla leur jugement lorsqu'ils commencèrent la descente. Andrew descendit le premier en rappel, ressentant immédiatement les piqûres de l'eau glacée. À peine arrivé au fond, il grelottait déjà. Attila suivit, mais l'eau rendait la corde glissante et son ascension était lente et épuisante. Après environ 30 minutes d'exploration, Attila commença à ressentir les effets du froid. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Il dit à Andrew qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps et devait sortir. Andrew, lui aussi frigorifié, acquiesça et commença à préparer les cordes. Attila installa à la hâte son système de remontée. Un harnais de siège commercial, un harnais de poitrine noué à la main et un bloqueur de type Petzl Ascender. Mais sa longe de sécurité était trop longue et le shunt, censé servir de dispositif de secours, ne fit qu'empirer la situation. Attila connecta également 6 mousquetons non verrouillables à son harnais, une improvisation dangereuse qui allait bientôt causer des complications. Andrew remarqua la mise en place précipitée, mais ne dit rien alors qu'Attila commençait à remonter. L'eau glaciale engourdissait ses mains et il luttait avec le shunt qui glissait sans cesse et refusait d'agripper correctement la corde. À mi-chemin de sa remontée, la chaîne de mousquetons reliant son bloqueur à son harnais se détacha, le laissant suspendu uniquement par sa longe. Attila ne pouvait pas atteindre son bloqueur pour le régler. Il tenta d'appeler Andrew, mais ses paroles furent noyées par le rugissement de la cascade. Lorsqu'il cria qu'il ne pouvait plus continuer, Andrew comprit le danger et grimpa vers lui, décidé à sauver son ami. Quand Andrew l'atteignit, il trouva Attila pendu, le corps presque paralysé par le froid. L'hypothermie s'était installée et Andrew sut qu'un pick-off, une manœuvre consistant à attacher Attila à son propre harnais pour redescendre ensemble, était la seule solution. Mais malgré son entraînement, ses doigts engourdis rendaient l'opération quasi impossible dans ces conditions glaciales. Après plusieurs tentatives ratées, Andrew réalisa que la situation était trop critique. Il essaya une autre méthode, remonter en restant attaché à Attila. Mais le poids supplémentaire était trop lourd et, après seulement 4,5 mètres, ses forces cédèrent. Ils étaient désormais tous les deux coincés, Attila sombrant dans l'inconscience et Andrew trop faible pour continuer. Désespéré, Andrew parvint à se balancer jusqu'à une corniche et à se détacher de la corde. Épuisé, il s'effondra, son corps tremblant de froid, avant de perdre connaissance. Lorsqu'il se réveilla plusieurs heures plus tard, raide et désorienté, il vit Attila, toujours suspendu immobile dans la cascade. Il était clair que son ami était mort. Avec une immense tristesse, Andrew coupa la corde qui les reliait et sortit seul de la grotte. Une fois dehors, il s'effondra et appela les secours. Les équipes retrouvèrent le corps d'Attila, toujours suspendu dans la cascade. Un médecin confirma ce qu'Andrew savait déjà. Attila avait succombé à l'hypothermie plusieurs heures plus tôt. Par la suite, Andrew réfléchit aux erreurs commises, les mousquetons non sécurisés, les décisions hâtives et la négligence de mesures de sécurité cruciales. Ce qui avait commencé comme une aventure excitante s'était transformé en une perte tragique. Le 28 novembre 1985, par un après-midi froid, 7 spéléologues entrèrent dans Colson Creek Cave, dans le comté de Greenbrier, en Virginie-Occidentale. De fortes pluies avaient provoqué de graves inondations, les obligeant à abandonner leur plan initial d'explorer Friars Hall. Colson, bien que méconnu, semblait une option plus sûre. La grotte comportait un canyon de 1,50 m à 2,50 m de large, parcouru par un ruisseau peu profond mais rapide, sur des dalles de roches instables. À seulement 15 mètres de l'entrée, ils rencontrèrent un énorme bloc de 1,50 m de haut, partiellement bloquant le passage. 2 choix s'offraient à eux, grimper par-dessus ou se faufiler dans un étroit passage où le courant s'engouffrait. 3 spéléologues passèrent sans encombre.
Eric Tassi, un spéléologue expérimenté de 26 ans, menait le groupe suivant. Il choisit la voie de gauche, avançant prudemment dans le ruisseau. Mais au moment où il atteignit le centre du bloc, le désastre frappa. Le rocher massif se déplaça. Ses compagnons tentèrent de l'arrêter, mais en vain. Le bloc s'écrasa dans le couloir étroit, écrasant Eric contre la paroi de la grotte. Sa tempe gauche et son épaule étaient plaquées contre la roche, sa pommette droite coincée contre la pierre froide. Ses jambes pendaient, totalement immobilisées. Le poids énorme comprimait sa poitrine, rendant chaque respiration plus difficile. Ses amis, paniqués, essayèrent désespérément de l'aider. L'un partit en courant, chercher du secours, tandis que les autres tentaient encore de bouger le bloc. Ils poussèrent de toute leur force et utilisèrent des barres à mine. Mais la roche était trop lourde. Eric resta conscient environ 30 secondes. Sa respiration devint de plus en plus faible, jusqu'à ce que son corps s'immobilise. Un mince filet de sang coula de sa narine gauche, et son pouls s'éteignit. L'un des spéléologues essaya de le soutenir, mais la pression était implacable. Les seuls sons restants étaient le grondement lointain de l'eau, et les battements frénétiques de leur cœur. À 16h20, presque une heure plus tard, les sauveteurs arrivèrent avec un vérin hydraulique. Le temps pressait. Ensemble, ils parvinrent à déplacer le rocher juste assez pour libérer le corps sans vie d'Eric. Ses amis le traînèrent vers un endroit sec et commencèrent immédiatement la réanimation. Leurs mains tremblaient. Chaque minute semblait une lutte contre le destin. Chaque compression thoracique, chaque souffle désespéré portait un espoir. Mais Eric ne répondait pas. Sa peau devint pâle, et bien que son corps restât encore chaud, la vie s'échappait. Les ambulanciers prirent le relais et travaillèrent sans relâche pendant plus d'1 heure. À 17h25, Eric fut sorti sur une civière et conduit à l'hôpital. Les médecins administrèrent des perfusions et des médicaments cardiaques dans une ultime tentative pour le sauver. Mais malgré tous les efforts, il était trop tard. Eric Tassi fut déclaré mort. La grotte, qui avait semblé être une option plus sûre, était devenue son tombeau. Le 5 septembre 2013, Brett Smith et ses amis partirent en expédition de chasse dans les forêts reculées du Nouveau-Mexique. Le paysage était désolé. De vastes étendues de roches poussiéreuses et quelques taches de forêt. Ils n'avaient que du matériel de base et une corde en nylon pour les urgences. Aucun n'était préparé pour la spéléologie. Puis, ils l'aperçurent. Un gouffre déchiqueté, presque camouflé par le terrain accidenté. Brett se pencha au bord. L'ouverture était large, mais s'étrécissait brusquement vers les ténèbres, plongeant à environ 11 mètres de profondeur. Les habitants l'appelaient Alcove Pit, un gouffre dangereux et non balisé, connu des spéléologues pour sa forme trompeuse et ses chutes abruptes. Brett en fut attiré, malgré son absence d'expérience et de matériel approprié. Il prit une décision imprudente. Il allait descendre. Son ami hésita, mais Brett balaya ses inquiétudes. Il attacha leur corde en nylon, une corde fine, multi-usage, non conçue pour l'escalade, à un arbre et commença sa descente. Les parois se resserraient. Il appuyait ses pieds contre la roche, avançant maladroitement pour éviter de s'écorcher contre les aspérités. Plus il descendait, plus l'espace devenait étroit. Ses bras brûlèrent d'effort alors qu'il s'agrippait à la corde, sentant la gravité le tirer à chaque centimètre. Puis, son pied glissa. Des pierres se détachèrent et tombèrent en contrebas, leurs échos résonnant sinistrement. La respiration de Brett s'accéléra. Il était trop bas. En levant les yeux, il vit à quel point il était haut. La panique le saisit. Ses muscles se crispèrent. Ses doigts s'accrochaient à peine. Il cria à son ami qu'il remontait, mais sa voix paraissait faible. Au-dessus, son ami, paniqué, chercha une solution. Désespéré, il attacha la corde à leur quad, espérant tirer Brett vers le haut en avançant lentement. Brett sentit la corde se tendre de manière anormale. Il cria à son ami d'arrêter, mais il était déjà trop tard. Craquement, la corde céda. Brett chuta d'environ 6 mètres, son corps s'écrasant contre les rochers acérés en contrebas. La douleur explosa à travers lui. Son thorax brûlait à chaque souffle superficiel. Ses membres endoloris refusèrent de bouger. Au-dessus, son ami resta figé au bord, en silence. Aucun mouvement, aucun cri. Seulement le souvenir de ce bruit sourd et écœurant. Pris de panique, son ami composa les services d'urgence, les mains tremblantes. Les secours arrivèrent rapidement, descendant avec des cordes et appelant Brett par son nom. Mais le gouffre resta silencieux. Lorsqu'ils atteignirent donc le fond, ils trouvèrent Brett immobile, son corps coincé entre des rochers acérés. La chute avait été catastrophique. Ses blessures étaient trop graves, témoignant de l'impact brutal. Malgré ses efforts pour s'accrocher, il n'avait pas survécu. Les secouristes remontèrent son corps avec précaution, naviguant dans l'étroit passage fragile. Des heures plus tard, ils ressortirent enfin. Le gouffre demeura silencieux, cicatrice vide dans la terre,
rappel cruel de l'imprudence et de la tragédie. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires du même genre et n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire pour la prochaine.